Flyer, bonjour. Qu'est-ce que on est heureux, j'allais dire je suis heureux, mais qu'est-ce que nous sommes heureux de vous retrouver. Lundi dernier, nous n'étions pas là et je sais avec Roland que nous vous avons beaucoup manqué. Mais rassurez-vous, vous aussi, vous nous avez manqué parce que tout ce qu'on entend depuis quelques mois, voire quelques années, je ne sais pas si vous êtes comme moi, un peu des férus d'actualité, je suis toujours à l'écoute, toujours curieux, mais coquin de sort, comme on dit chez nous, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Oui. C'est toujours des trucs atroces, des trucs terribles. Alors, on est heureux de vous retrouver dans le Comtat, dans tous ces états, pour vous parler de choses un peu plus gai et surtout des choses qui nous conviennent et qui vont, j'espère, vous faire plaisir parce que ça dure déjà depuis quelques mois. Et dans ce Comtat, dans tous ces états, on reçoit quelqu'un, j'ai dit un jeune homme, mais c'est vrai que c'est un jeune homme. Et moi, ça m'arrange parce qu'on se suit à 3-4 mois près, parce que je reçois les CV des invités. Il s'agit d'une personne qui va vous faire voyager et qui va nous dire des trucs vraiment, moi je le connais à titre personnel, très sympa, parce que son parcours n'est pas un parcours normal, c'est un parcours atypique, mais qui fait chaud au cœur. Quand j'ai lu tout ça, je le connais, je ne savais pas à quel point Éric Bruxelles, c'est son nom, est intéressant. Coucou Éric. Bonjour Enrique, bonjour Roland. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Bienvenue. On est heureux de te recevoir parce que c'est vrai, on va démarrer, on va te consacrer 1 heure. Pendant 1 heure, on va pouvoir parler, expliquer ton parcours et jusqu'à maintenant. Et ça va mettre un tout petit peu d'oxygène et de bonheur dans la tête des gens, j'en suis sûr. Parce que démarrer enseignant, et ça, c'est intéressant parce que enseignant, c'est presque un sacerdoce. Est-ce que tu peux nous en parler déjà Oui, bien sûr. De ces débuts-là? Voilà, c'était mon premier métier. Donc, j'ai fait l'école normale à Nice. Et mon premier métier, c'est d'être instituteur. À l'époque, on disait instituteur. Et pendant 7 ans, je me suis occupé de classes de CP, CE1, CE2, enfin tous les niveaux de classe primaire. Je n'ai pas fait de maternelle. Et c'était un vrai bonheur. Mais je suis parti parce que c'était pas les enfants qui m'ennuyaient, c'était les enseignants. Les collègues qui étaient pas Est-ce que sympathiques. Tu te sentais... Je ne sais pas qu'ils étaient pas sympathiques, mais quand je voyais une classe avec un institut qui était là depuis 27 ans, qui faisait la même chose, ça m'a pas donné envie de continuer. Effectivement, la lassitude du travail d'instituteur. Et rapidement, tu t'es ennuyé, en fait, tu te sentais à l'étroit. Je me sentais à l'étroit, j'avais envie de faire des choses, prendre des initiatives, j'étais tout de suite assez coincé. Dès que j'apportais un peu de sang neuf, notamment, j'ai pas mal enseigné à Antibes, il y avait des liens avec le Musée Picasso, avec d'autres lieux. L'inspecteur départemental n'était pas trop d'accord, c'était pas dans les programmes. Je me suis retrouvé ma dernière année à Valoris dans une classe où j'avais 70% de maghrébins, donc il fallait bien que je parte de la réalité de l'apprentissage qu'il y avait à mettre en place. Donc je me suis mis à leur niveau pour essayer de faire progresser les choses. Et là, je me suis fait saquer. J'ai dit, bon, allez, au revoir. C'est ça. Donc ce côté étroit de l'enseignement, cette rigueur qui n'a pas lieu d'exister et il faut adapter, tu t'es senti... à l'étroit, pas à mon aise, alors que j'adorais ce que je faisais. Alors oui, parce qu'il s'agit quand même, tu as continué dans le même, dans le même secteur, parce que c'est de la communication. Et la communication, communiquer à des enfants le savoir... leur parcours futur, c'est extraordinaire. C'est pareil pour un directeur de communication. C'est un peu le même but. Après, il y a les échanges, il y a le partage. Mais moi, j'ai adoré mes profs et mes instituteurs parce que moi, j'étais émerveillé de les écouter. En fait, tu sais, l'éducation, être instit, pour moi, c'est une école de la vie. On est dans une pièce de théâtre, dans l'improvisation tous les jours, parce que les gamins, ils sont pas dans le même état tous les jours, ils ont bien dormi, ils ont eu mal au ventre, etc. Et donc même si on a un programme à appliquer, il faut l'adapter en fonction du public. Donc on improvise et ils nous apprennent beaucoup de choses aussi. La relation avec les parents était importante aussi. Donc c'est tout ça qui fait que
c'est une vraie école de la vie. Et quand j'ai basculé, d'abord j'étais vendre des bouquins à porte-à-porte. Ah oui. Pour me faire, ça, c'est pas la même chose du tout. Voilà. Tu as fait ça toi aussi. Non, pas les bouquins, mais je faisais de l'assurance au porte-à-porte quand j'étais tout jeune, et c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Là, c'est une bonne école. C'est une excellente école de formation commerciale avec les assurances ou les livres porte-à-porte. C'était c'est une belle expérience. Et j'ai basculé après, effectivement, dans le marketing et la communication, dans un groupe immobilier, d'abord à Aix-en-Provence. C'est la filiale de la Générale des Eaux. Oui, qui s'appelait à l'époque la Sari Série, dont le président était Christian Pellerin, qui a fait la une à la fois par tout ce qu'il a apporté dans ce métier, et puis pour d'autres choses. Oui, il y a eu aussi un petit peu quelques... Oui, il a eu des moments chauds, on va dire. Quelques embarras, on va dire. Et effectivement, la communication, c'est pareil, c'est un moment où on apprend à connaître sa cible, parce que là on raisonne plus en termes de marketing, des cibles, le message à faire passer, des équipes à manager. Donc c'était vraiment autre chose, et en fait je l'ai fait à l'inspiration, au bon sens. Et Eric, quelle est la grande différence entre les enfants que tu as eus pendant quelques années, même on va dire 7-8 ans, et les adultes? Alors, la grande différence, c'est qu'ils sont adultes, mais surtout, ce qui ressemble, c'est que souvent, on est dans la cour de récré avec les petits cancans, les petits soucis d'ego, moi, c'est à moi de le faire, c'est pas moi qui l'ai fait, etc. Mais c'est surtout, c'est qu'on est un chef d'orchestre. Et quand on manage une équipe dans la communication, quel que soit d'ailleurs le secteur, et quand on est en classe, on est un chef d'orchestre. Et on a un objectif à atteindre, on a un programme à appliquer, et ça c'est le vrai point commun. La grande différence, c'est que on n'est plus dans le même monde. Le monde des enfants, il y a un côté spontané, il y a un côté apprentissage. Ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans. Une naïveté. Dans le monde adulte, une insouciance, oui. Il n'y a pas d'argent qui entre en jeu. Pas du tout. Tandis que le problème quand justement tu manages une équipe de commerciaux, on va dire, le gars, il faut qu'il gagne sa vie aussi. Donc, certaines fois, il peut y avoir des bis, etc. Et c'est à toi, effectivement, à faire le lien pour pas qu'il y ait... Exactement. Il faut que je sois le manager, le chef d'orchestre, je ne vais pas dire le patron, parce que c'est... faut tenir tout le monde. Il faut que tout le monde, tous les jours, sache ce qu'il a à faire, qu'il faut qu'il soit motivé. Voilà, c'est ça. Et puis tenir compte des imprévus. Il y en a tous les jours, des imprévus. Donc il faut... J'aime bien cette idée de chef d'orchestre, tu vois, comme quoi souvent on dit dans la vie, les artistes, les chanteurs, les musiciens. Mais en fait, tout le monde est artiste. Tu l'as stipulé tout à l'heure. Quand un instituteur rentre dans une classe, un prof, un enseignant d'une manière générale, il devient le chef d'orchestre d'une classe, d'un groupe. Et c'est pareil dans une société. C'est-à-dire qu'il faut diriger. Alors, à la baguette, après il y a la sensibilité de la baguette, mais c'est vrai que s'agissant d'adultes ou d'enfants, il est question de direction d'orchestre. Et à propos de direction de groupe ou d'orchestre, on va écouter un peu de musique et on se retrouve tout à l'heure, Eric. Fly FM à Altin sur 89.9. Fly FM. Dans une minute, le meilleur du hip revient. Flyeuse, flyer, rebonjour. Eric, tu nous as dit pendant la coupure là, quelque chose de très intéressant qui nous a bien fait rire avec Henrique. C'était vraiment cocasse. Oui, parce qu'on dit tout aux auditeurs. On dit tout. Alors, comme ça, lorsque tu as vendu des livres, tu étais donc représentant. Mais lorsque tu as été enseignant, pour un petit peu essayer d'avoir des fins de mois plus intéressantes, tu as fait un autre boulot, mais pendant assez longtemps d'ailleurs. Oui, pendant 9 ans. 9 ans. Alors, explique un peu aux auditeurs qui vont être très surpris, à mon avis, pour un enseignant. Dis-leur tout. En gros, vous avez deviné, pendant la journée, je m'occupais des enfants, et pendant la nuit, je m'occupais des parents.
qui allait en boîte de nuit. J'ai travaillé pendant 9 ans en boîte de nuit, une grosse boîte de nuit sur la Côte d'Azur qui s'appelle toujours d'ailleurs la Siesta, où j'étais responsable de la réception. Et c'était amusant parce que quelquefois, je voyais des parents d'élèves qui pouvaient venir à la Siesta, qui venaient plusieurs fois. Mais c'est pas toujours, ils n'étaient pas toujours ensemble, ils étaient accompagnés différemment. Ça balance. Lendemain, tu recevais donc la femme et le mari ensemble. Eh bien voilà, exactement. Et comme si de rien n'était. Exactement. Voilà. Bon, il faut dire à ta décharge, Eric, c'est qu'à cette époque-là, effectivement, on a toujours 2-3 jobs, on n'avait pas les deux pieds dans le même sabot. On travaillait, tout ce qu'on nous proposait, fallait bosser, quoi. Donc on avançait. Donc tu travaillais nuit et jour. Nuit et jour. Alors pendant une partie de l'année, c'était pas toute l'année, parce que la Siesta ouvrait le en général à la Pentecôte, non tous les jours, mais tous les jours. À la Pentecôte est fermée mi-septembre, donc c'était estival. Et donc fin d'année scolaire et début d'année scolaire, je cumulais. J'étais un cumulard. Attention. Étant bien entendu que vous aviez quand même 3-4 mois de vacances l'été. Tu avais la marge. Je travaillais tout l'été, tous les jours. Voilà, c'est ça, oui, bien sûr. C'était les vacances à la Siesta. Tu aimais le monde de la nuit. Comme quoi, quand même, les boîtes de nuit mènent à tout, l'enseignement aussi. On te retrouve en 91-93, on a démarré dans les années 80, on remonte rapidement d'une dizaine d'années, directeur de la Fondation européenne pour l'environnement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. En fait, j'étais dans un groupe immobilier où j'étais devenu directeur général, et on a eu la crise de l'immobilier en 91 avec la guerre du Golfe, etc. Et nous étions adhérents de la Fondation européenne pour l'environnement, qui est une fondation dans laquelle on retrouvait dans le conseil d'administration le 440 en gros, plus 7 ministères. Et quand le groupe dans lequel j'étais a eu des difficultés, j'ai été débauché par la présidente de la fondation qui s'appelle Bettina Laville et qui était en fait, Bettina Laville, c'était la conseillère de Pierre Bérégovoy à l'environnement. D'accord. Le pointure. Ministre de l'environnement. Ah oui. Une jeune fille, Ségolène Royal. Ah oui. Ah d'accord. Tu as fréquenté Ségolène Royal. J'ai fréquenté Ségolène Royal. Bravo. Dans un premier temps, je me suis retrouvé, je travaillais sur Paris dans les 10 années. Entre-temps, je suis monté à Paris. Je me suis retrouvé à Matignon. Et quand Édouard Balladur est devenu Premier ministre, je suis parti à l'Élysée parce que Bettina Laville est devenue conseillère de François Mitterrand à l'environnement et je l'ai suivie. Dis-moi, Eric, une question un petit peu indiscrète. Toi, tu m'as posé une question sur Ségolène Royal. Voilà. Parce qu'elle est charmante. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Elle était bonne. Hein. Elle était bonne, comme elle était... Non, mais je parle au boulot, bien sûr. Eric, ne te méprends pas. Tu sais que demande à Eric. Roland, il faut avouer que c'est surprenant. Nos invités. Mais Eric, moi, je suis pas quelqu'un de demande à Eric qui va être dans le comment on dit, le mondain, etc. Tu veux dire si elle était efficace dans son travail ? Est-ce qu'elle était très efficace ? Écoute, moi, ce que je voyais côté... parce que tu sais, quand tu es ministre, tu as... tous les projets de loi que tu peux sortir, il y a un arbitrage qui est fait par le cabinet du Premier ministre, et notamment Bettina Laville en l'occurrence, puisque c'était environnement. Tous les projets de loi qui émanaient du ministère de l'Environnement étaient cassés. Après, ce que j'ai surtout appris, c'est que l'intérêt général n'est pas toujours évident à ces niveaux-là, et qu'on regarde plus les problématiques de personnes, d'ego, de pouvoir politique, et c'était plus ça. Et c'est pour ça que je suis parti. Bon, alors d'accord. Oui, en fait, ça a duré 2 ans. Oui, 2 ans. J'en pouvais plus. Carrément. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que passer de directeur de la Fondation européenne pour l'environnement à directeur général du groupe Melrom, c'est le numéro 2 français de la logistique événementielle. Ça a peut-être démarré là, ton parcours événementiel. Oui. Vraiment. Le fait d'avoir été dans la com au niveau entreprise, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de comprendre les problématiques d'entreprise, comment l'approche de la communication se faisait. Mais c'est vrai que j'ai commencé à avoir les mains dans le cambouis, on va dire, chez Melrom, qui était un groupe, puisque ce groupe n'existe plus, il était repris, qui était un groupe dans la logistique événementielle. Donc, on abordait l'installation de salons, de foires, des chapiteaux, de l'éclairage, etc.
Donc c'était un gros du numéro 2 français dans ce domaine. D'accord. Tu as fait tes premières armes événementielles là oui. Oui, je l'ai faite en tant que... Quand j'étais à la direction de la communication du groupe Sari-Série, j'ai fait de l'événementiel, mais j'étais donneur d'ordre. J'étais pas, je travaillais avec des groupes, notamment comme celui-là, et des agences. D'accord. Tandis que là, oui, effectivement, tu étais vraiment sur le terrain. Complètement, oui. Et puis j'ai découvert l'international, parce que je suis beaucoup parti à l'international. Et là, c'était complètement autre chose. Je passais, on va dire, côté prestataire, dans l'ombre, et pour monter des événements très variés. Je me suis retrouvé au Maroc, au Brésil. Voilà, d'ailleurs, dès 95 et jusqu'en 2002, moi j'ai ton CV sous les yeux, je le dis à nos auditeurs, je ne connais pas tout ça par cœur, mais dès 1995, tu es directeur associé Publicis Events. Oui. C'est là où tu es parti au Maroc. Même avant, avec Melrom, je partais au Maroc, j'avais été au Brésil, on avait monté une filiale, j'ai été à Beyrouth. D'accord. En Israël, donc j'ai pas mal. Oui, il y avait de l'international déjà dans tout ce parcours. Et à Marrakech, donc, c'était à quelle occasion ? Alors Marrakech, déjà, je connaissais bien par la société Melrom, puisqu'on avait créé une filiale à Casablanca de logistique événementielle. Et Marrakech, quand j'étais chez Publicis, ça a été pour monter la COP7. On en est à la COP 22 ou 23 maintenant. Oui. Donc, ça restait dans l'environnement. Mais là, j'étais côté organisateur pour le compte du gouvernement marocain. C'était la première fois qu'un pays émergent organisait un événement onusien organisé par l'ONU. Et donc, j'ai monté, c'est un appel d'offres qu'on a gagné. Et on a monté donc la COP 7 qui s'est déroulée 3 semaines après les attentats, les Twin Towers à New York. Carrément. Et donc ça a été très épique parce que la première fois, il y avait à peu près 250 ouvriers, techniciens, etc. pour le montage de cette opération. Et le premier jour, le chantier a démarré. Donc on avait une triple sécurité marocaine, onusienne et américaine. Ces Américains avaient accepté de venir, mais à condition qu'il y ait leur propre sécurité, compte tenu du contexte. Et le premier jour, ils ont vérifié tout le monde. J'ai aucun ouvrier et technicien qui a pu rentrer dessus sur le chantier après les contrôles. Donc, il a fallu revoir un peu la copie. Ouais, c'était très compliqué. Oh là là. Mais est-ce que les Américains, par rapport aux Marocains, parce que je sais qu'au Maroc, il y a ceci de particulier, c'est que le roi est pratiquement, je veux dire, pas partenaire, mais comment on peut dire ça ? Souvent, tous ces événements sont politiques au Maroc. C'est-à-dire qu'il faut que le roi soit partant, Mohamed VI, c'est ça ? C'était Mohamed VI. C'est un dictat, carrément. Voilà. Non, mais soit quelqu'un qui soit... donc, toi, tu arrivais avec une société privée, les Américains faisaient à peu près pareil, et tu nous dis ça tout de suite après cette chanson. Flyers the Flyer, nous revoilà. Enrique, alors je voulais te dire une chose. Je tiens encore à te féliciter aujourd'hui. Ah. Oui, parce que, comme à ton habitude, tu nous as trouvé un invité qui vraiment est très intéressant dans son discours et dans les choses qu'il a faites. Effectivement, vraiment, je suis content de t'avoir comme partenaire. Merci Roland, mais moi j'ai été agréablement surpris du parcours d'Éric, et c'est pas fini les amis, on a un petit parcours qui est très sympa, jusqu'à son quotidien maintenant. C'est riche en rebondissements. Oui. Alors, je voulais, avant de parler du quotidien, j'ai vu que tu avais fait aussi, parce que ça m'intéresse beaucoup, le forum de Davos aussi. Oui. Alors, comment ça s'est passé ? Parce que dans la pratique, souvent, il y a le contre-forum qu'on appelle. Et alors là, il y a les bastons. Alors, au niveau logistique, est-ce qu'ils vous ont pété des barrières À l'époque, c'était plus calme. Ah, voilà. C'est oui que tu l'as fait, oui. Parce que maintenant... maintenant, ça c'est né à... Vous étiez bien assuré ? Oui, on était assurés. Moi, j'ai rejoint Davos parce que quand je suis rentré chez Publicis comme directeur associé,
J'ai rejoint un monsieur qui a fait la une à un moment donné aussi, qui était président. Et qui a été en prison aussi? Non, il n'a pas été en prison. Il a piqué la femme de monsieur Sarkozy, c'est Richard Attias. Oh oui, d'accord. Voilà. Et donc c'était mon patron pendant quelques années. Il connaît que du beau monde. Hein. Et Richard, en fait, était le patron de l'organisation de Davos pendant les années. Quand j'ai rejoint, j'ai été à Davos. Et on s'occupait donc de vraiment la logistique, l'accueil des invités, fait tout le contenu. On n'était pas c'est pas nous qui définissions le programme, mais on s'occupait de l'organisation complète de Davos. Je fais ça pendant quelques temps, et c'était une formidable école parce que j'ai rencontré des grands chefs d'État, des grands patrons. C'est là où on les voit. J'ai pu cerner certains en bien ou en moins bien. Donc ça a été c'était une très très belle expérience, et puis surtout j'ai appris beaucoup de choses dans ce métier. On peut dire que tu te débrouilles bien en anglais, parce que pour voyager aussi bien, il faut bien négocier l'anglais, ou certains chefs d'État responsables, voire de certaines sociétés. Quand c'était Yasser Arafat qui parlait en anglais, je le comprenais parfaitement. on avait le même accent. Ah oui, exact. Voilà, après, j'ai pas pris des cours d'anglais, mais je me suis formé sur le tas. Oui. Et l'essentiel, c'est qu'on me comprenait et je comprenais ce qu'il me disait. C'était ça l'essentiel. Et je parlais avec les mains aussi, ça marche bien. Ah oui, bien sûr. Alors après, moi, Roland, si tu le permets, depuis 2018, là on va arriver à une ville qui nous est chère, nous aussi, Marseille. Ah oui. Intervenant pédagogique au Amos Sport Business School of Marseille, notre Marseille. Donc depuis 2018. Voilà, c'est fini. Ça a duré 3 ans. Ah d'accord. Voilà, en fait, j'intervenais dans le cadre d'un séminaire sur tout ce qui était thématique sport et entrepreneuriat. Oui, parce qu'à propos de sport, Roland, si tu lis vraiment tout son CV, c'est ce que moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On a aussi la chance d'avoir, c'est un grand voyageur, mais c'est un grand sportif aussi. Figure-toi qu'en natation, il te laisse sur le bord de la Ribe. Alors tu vois. moi, je ne sais pas nager. Mais... Non, mais je suis maître nageur, je préfère venir te sauver. Ah, mais ouais, tu me donneras des cours. Voilà. Oui, dis-nous alors le sport. Pourquoi la natation au départ? C'était à côté de la maison ou Non, c'était ma petite copine de l'époque qui faisait la natation. Ah, mais voilà. Donc, à 14 ans, j'ai commencé à faire la natation. Oui. Et à Antibes, il y avait on a commencé à nager dans la propriété. Le club était dans la propriété d'un milliardaire à Antibes, parce qu'on n'avait pas de bassin municipal. Et Antibes s'est doté d'un magnifique complexe nautique dans les années 75-76. Et donc j'ai nagé, j'ai été passionné par la natation, par l'effort, voilà. Et tu as fait les compètes? J'ai fait des compètes, j'ai été champion de France universitaire en relais, sur 100 mètres, en 4 nages. J'étais papillon. Attends, 2 années d'affilée, voilà, 78 et 79. Voilà. Et après... vice-championne de France aussi. Vice-championne de France, oui. Élite water polo. Voilà, exactement. Quand je me suis marié, je suis marié jeune, ça fait 42 ans que je suis marié. La natation, j'ai arrêté et je suis devenu poloiste, comme on dit, water polo. Et on avait une équipe qui marchait très bien. À l'époque, tu parlais de Marseille, l'équipe imbattable, c'était Marseille, le CN Marseille. Et à la Pointe-Rouge. Non, ils sont pas à la Pointe-Rouge. Non, ils sont le CN Marseille, ils sont sur la corniche. Nageurs, il est où? Sur la corniche. Sur la corniche. Et donc voilà, donc on a le club. J'ai fait pas mal d'années en tant que poloiste. Et on a été en élite, soit vice-champion de France, soit il y a des années qui étaient un peu plus dures, on va dire. Il n'y avait que Marseille qui était champion de France pendant des années et des années. Exactement. Quand je vous disais qu'on recevait un jeune homme, tu vois, je vous le dis, les flyeuses et les flyers, quand j'ai annoncé ça en studio, hors antenne, souvent, on a pas mal de galéjades. J'ai quoi un jeune homme? Parce que nous avons tous les deux les cheveux gris. Ce qui fait ton charme, Eric. Toi, j'espère blanc, toi. Mais j'ai dit, voilà, on reçoit un jeune homme. Bravo. Moi, je trouve que... d'ailleurs, le sport est en rapport avec la vie vous n'avez que 3 professionnelle. Mois d'écart. Vous n'avez que 3 mois d'écart. Oui, on a 3 mois d'écart. Franchement, je trouve que... Il fait gamin, non? Eric, il fait beaucoup plus jeune que toi.
Je veux rien te dire, mais... Voilà, on va se voir encore après, donc on va dire chacun sa jeunesse. Bon, allez, est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes, avant que le prochain titre démarre sur Fly, alors lauréat national en 2006 du Masters de la création d'entreprise. Oui, en fait, je suis arrivé, parce qu'on ne parle pas encore d'ici, oui. Je suis arrivé ici quand j'étais chez Publicis, parce que je ne pouvais plus vivre à Paris. Et le TGV, avec le TGV, avec ma femme, on a décidé de s'installer à Lys-sur-la-Sorgue. C'est pas par hasard, parce qu'on accompagnait un événement qui a fini sa vie il y a 2 ans, qui est le Grand Prix des personnalités, organisé par Gilbert Dufaux. Et depuis 1994, nous étions partenaires de cet événement à travers les différentes sociétés que j'ai traversées. Et c'est lui qui nous a fait aimer cet endroit. On venait en vacances, il nous invitait hors Grand Prix des personnalités. Et on a décidé de s'installer ici. Et au bout de 2 ans, je faisais les navettes. On s'est dit, bon, ça va un peu, c'est fatigant. Je change de projet, je m'installe, je me mets à mon compte dans ce que je savais faire, l'événementiel. Et donc, j'ai racheté une première boîte en 2002 et j'ai commencé à construire mon dispositif, mon groupe événementiel, installé à Lys-sur-la-Sorgue en 2002. On va revenir sur cette création, cette boîte, parce que jusqu'à présent tu travaillais un peu pour des tas de sociétés, et là tu crées ton entreprise. Celle-là on va en parler parce que depuis plus de 16 ans maintenant, ça fait 18 ans à peu près. 20 ans ça va faire. Ça fait une vingtaine d'années déjà. 2002, oui, 2002. Oui. Donc on va revenir là-dessus. On écoute encore une petite musique et on revient. Rebonjour les flyeuses et les flyers. Enrique, tout va bien? Alléluia. Malgré tes cheveux blancs? Oui, très très bien. Ça va. C'est la forme. J'espère que nos auditeurs se régalent. Bon, Eric, alors dis-moi, Enrique s'était arrêté en 2002 lorsque tu as créé ton entreprise et je crois savoir que elle s'appelle toujours Mercantour. Oui. Et là, il y a une petite anecdote pour le nom que tu lui as donné. Dis-nous tout. Oui, parce que bon, je suis d'origine d'Antibes, mais j'ai crapahuté pendant des dizaines d'années dans le massif du Mercantour. J'étais accompagnateur en haute montagne. Et voilà, j'ai une attache très particulière avec ce massif. Donc je m'étais dit, si un jour je crée ma boîte, elle s'appellera Mercantour, c'est Mercantour Events. Ah ouais. Voilà, tu vois, donc ça rejoint un petit peu le fait que tu es du Midi, mais en même temps, tu as des attaches donc à la montagne, quoi. Oui, tout à fait. Bah, on a une région, la Provence, il y a mer, montagne, campagne, il y a tout. Donc, et tu fais toujours un petit peu de... alors, aujourd'hui, je ne fais plus du tout d'escalade ni quoi que ce soit. Non, je fais beaucoup de randonnée, du VTT. Voilà. Mais voilà, plus d'escalade. Ben, ça se voit parce qu'il est filiforme. Hein. Écoute, par rapport à nous, il faut avouer, comme vous l'avez signalé, que notre région est bénie des dieux, parce que l'on fasse 50 km en amont, en aval, devant, derrière, on a la mer, on a la montagne, on a l'escalade, on a tout, regarde, il a raison, on est gâtés. Mais moi, je veux revenir à Mercantour. Au départ, c'était familial. Est-ce que tu as monté ça à la force du poignet avec tout ton acquis, tout ton savoir sur tout ce qui est communication et autres, mais je vois maintenant qu'il y a plus de 77 emplois répartis dans la région sud et pratiquement plus d'une trentaine en Vaucluse. Oui. Mais au départ, quand ça a démarré, alors quelle mouche t'a piqué pour dire allez, je pars tout seul, je démarre La mouche, ça a été, je voulais m'installer ici, donc je ne me voyais pas rentrer dans une entreprise. On parle de Lys-sur-Sorgue, là. En fait, le départ, j'avais créé ma boîte à Lys-sur-la-Sorgue, mais Mercantour, j'avais signé un contrat avec Publicis qui m'a permis de faire la liaison, et j'ai racheté une première société à Cavaillon.
qui était spécialisé dans la location de matériel de réception pour les mariages, et où il y avait des tentes. Et à partir de là, on était 3. C'est la première fois que je travaille avec ma femme. C'est aussi un... On fait un petit coucou à Florence. Voilà, on fait un petit coucou à Florence. C'est la première fois que je travaille avec elle, puisqu'on n'était pas du tout dans les mêmes univers professionnels. Et donc, on a tous les deux commencé à construire le dispositif. Et on a grossi sur plusieurs années, Mercantour étant resté on va dire, la holding, entre guillemets. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale du dispositif. Et j'ai racheté plusieurs sociétés autour de AR Events. Et il y a quelqu'un qui nous a rejoint en 2004, donc 2 ans après. C'est mon deuxième fils, Damien. Qui est resté tout le temps, qui a fait tout son parcours. Non seulement il a fait tout son parcours, mais il m'a racheté la boîte. Donc, carrément. Voilà. Donc, il m'a foutu dehors. Il t'a fait une OPA. Il m'a fait une OPA. Ah ouais, d'accord. Que j'ai accepté, évidemment. Damien, si tu nous entends. Voilà. Et donc, à partir de là, on a construit le dispositif. Et j'ai réactivé Mercantour, enfin, je l'ai dynamisé avec un événement qui est quand nous avons gagné une délégation de service public à l'Île-sur-la-Sorgue pour la reprise, pour l'organisation de la foire Antiquité Brocante, qu'on a organisée pendant 8 ans, jusqu'en 2016, donc pour le compte de la ville de l'Île-sur-la-Sorgue, et c'est Mercantour qui était l'organisateur. Après, on est parti, Mercantour est devenu l'organisateur des voiles de Saint-Tropez au niveau logistique, on est devenu numéro 2 français en événementiel agricole. Puis vous avez eu aussi des marques prestigieuses. Oui, aussi, avec Rolex notamment, pour qui nous travaillons toujours sur 2 événements par an dans le sud de la France. Et on est devenu un groupe de référence qui travaillons que dans le sud de la France. C'était fini international. C'est le sud de la France. Et il y a beaucoup à faire et de très belles choses à faire dans le sud. Alors, la base, donc, on a un groupe AR Events qui est situé à Cavaillon et Mercantour, la maison mère, qui est toujours à l'Île-sur-la-Sorgue. Alors, et l'essentiel de ce travail-là, c'est l'organisation de manifestations. Ce sont des locations de chapiteaux, de parquets, d'ustensiles de... Voilà, il y a 2 choses. Mercantour est organisateur d'événements et client de AR Events. D'accord. AR Events, c'est maintenant qui s'appelle AR Group, depuis qu'on va faire les annonces dans les prochains jours. Effectivement, c'est de la logistique, donc chapiteaux, électricité, tout le matériel pour les réceptions, les mariages. C'est l'installation générale de salon, les stands. Voilà, c'est... Oui, mais vous faites principalement les gros événements quand même, parce que au bout d'un moment, c'est très coûteux. Et justement, à propos de coûts, en ce moment, c'est un peu une voie de garage. C'est-à-dire comme à l'image de beaucoup de professions, de la restauration, de l'hôtellerie, des artistes, des musées, des théâtres. Vous êtes à l'arrêt parce que il ne se passe rien au niveau des réceptions, des foires, des organisations, des remises de prix, des choses comme ça. Enfin, c'est qui est l'essentiel de votre travail. Complètement. 2020, c'est 17% du chiffre d'affaires de 2019. Oui. Donc, on vit parce qu'il y a le soutien du gouvernement. Les aides gouvernementales sont extrêmement importantes pour nous. Bien sûr. Et puis, moi, j'ai vendu mon groupe au bon moment. J'ai vendu juste avant la Covid. Ah oui. Pauvre Damien. On te plaint. Mais ça va, il s'en sort bien. On était en bon état, donc il a encore des ressources pour passer le cap. C'était sain. Il est jeune. Il est jeune, oui. Donc je l'accompagne évidemment, mais c'est lui maintenant qui a repensé. Cette année a été fructueuse pour lui dans le sens où il a complètement repensé le métier, l'organisation, et dans les jours qui viennent, il va y avoir une communication sur le nouveau dispositif qu'il a mis en place. Donc voilà, finalement... C'était très compliqué, mais il a bien profité de cette obligation de s'arrêter. Oui, non, c'est la période qui est difficile, elle est difficile pour tout le monde, et quand on voit qu'effectivement on ne se plaint pas, on accepte la situation, elle est comme ça pour tout le monde, il y a des aides, bravo Eric, moi je trouve ça merveilleux, j'ai la double casquette aussi, donc on est aidé, on est accompagné, et malheureusement c'est la faute à personne. Alors il faut laisser les choses saines, faire le dos rond et avancer. De toute façon on est condamné à avancer. Et justement, en parlant d'avancer, la reprise, comment tu la vois, Eric? Enfin, au niveau temps, est-ce que tu penses que les dates qui ont été données seraient les bonnes, ou est-ce que c'est un petit peu un leurre pour...
Je pense que le gouvernement, il a une volonté d'en sortir le plus vite possible. Bien sûr, comme tout le monde. Le discours que j'entends, puisque maintenant je suis un peu côté politique, oui. Le discours, c'est vaccination. Et tant que on n'aura pas l'immunité générale, populaire, générale, ça ne pourra pas repartir, en tout cas dans nos métiers à nous. Et oui, bien sûr. Il faut absolument que les gens se fassent vacciner. Je pense que c'est septembre. Septembre, ce serait. Ouais, je pense. D'accord. On va écouter maintenant, Roland et Eric, un titre que tu avais envie d'écouter et que nous adorons. Je ne vous l'annonce pas parce que je suis sûr que les auditeurs vont le reconnaître. Aux premières notes. Oui, on en parle tout de suite après. C'est un titre qui a voyagé, comme toi, Eric. Presente. Soy yo, estoy aquí. Presente. Alléluia, les amis. Le Comtat est toujours dans tous ses états. Et le titre, vous l'avez reconnu, bien sûr, ce titre. Hôtel California. Titre mythique, s'il en est. Un titre qui a fait le tour du monde et qui a séduit, finalement, un peu toutes les générations. Alors, à propos du tour du monde, on va revenir à l'Île-sur-Sorgue, Eric, parce que on manque à tous nos devoirs. Tu as fait de la communication, du tourisme, de l'enseignement. Mais ce que je n'ai pas dit, et tu vas nous en dire un peu, l'Île-sur-Sorgue étant ta ville de cœur ou d'adoption, je ne sais pas, c'est toi qui nous diras, par rapport à Antibes, Nice et Paris, puisque tu nous as fait voyager jusqu'à Paris. Que tu es, entre autres, président épique Tourisme Pays des Sorgues et Monde de Vaucluse, vice-président Communauté des communes Pays des Sorgues aussi et Monde de Vaucluse, notre Monde de Vaucluse, et conseiller municipal, c'est là où je voulais en venir, délégué à l'attractivité et au tourisme. Alors, dans attractivité, ce qui me plaît, c'est justement le fait d'expliquer aux étrangers, aux ceux qui viennent de loin ou de l'extérieur, l'attractivité de cette ville. Je suppose qu'il s'agit de l'île. Tu vas nous en dire au plus. Oui, effectivement, l'attractivité de l'Île-sur-Sorgue et des territoires autour, pour nous, c'est extrêmement important. Le maire, Pierre Gonzalez, avait initié ça il y a 3 ans, avec une grosse étude qui avait été menée sur, on va dire, du marketing territorial, c'est un gros mot, mais et pour définir une politique d'attractivité dans tous les domaines. Il n'y a pas que le tourisme, il y a l'économie, il y a le social, il y a le culturel, il y a le patrimoine. Et l'Île-sur-Sorgue a un ensemble d'atouts, mais le tout, c'est là aussi, il faut orchestrer. Et il faut le mettre en musique de façon à ce que d'abord les habitants se reconnaissent, parce que l'attractivité, elle est d'abord pour les habitants, et ensuite pour ceux qui viennent nous visiter. Et puis, ça arrive, il y a ceux qui viennent, des touristes qui viennent et qui deviennent résidents. Oui, c'est parti. Alors, voilà. Non seulement... Et même des célèbres. L'île sur la Sorgue, pour tous les Vauclusiens, on le sait, c'est une ville où on a plaisir à aller balader, à aller manger, on le découvre presque toute l'année. L'île sur Sorgue, c'est fabuleux. Et moi, j'aimerais faire mentir le dicton qui dit que nul n'est prophète en son pays, parce que toi, tu as démarré par y vivre, par y travailler, avec les foires, les antiquités, tout ce qui s'y passe, pour finalement arriver au conseil municipal. Mais la preuve, c'est que si, on peut être très bien accueilli chez soi. C'est ton cas, en tout cas, tu. Ah oui, on s'est tout de suite senti bien. On a été vraiment très bien accueillis. Et on a l'impression d'avoir toujours vécu ici, dans le contexte. On dit toujours les Provençaux sont des rustres, ils nous accueillent. C'est pas vrai. À partir du moment où... Il faut que soi-même, déjà, on ait envie. Ouais, exactement. De se faire accueillir. C'est à deux, Voilà, l'accueil est à deux, il n'est pas tout seul. Donc, exactement, voilà. C'est pour ça. Ouais. Et avec ces fameuses organisations, pendant quand même 7 ou 8 ans, tu nous narrais hors antenne 2 ou 3 anecdotes concernant les journées d'organisation. Il y a une notamment dans le parc. Dans le parc Gauthier, oui, au niveau de la foire Antiquité Brocante de l'Île-sur-Sorgue. La première année, en 2008, en mois de mars, on a été délégataire. Il a neigé.
Donc on avait tout prévu, sauf ça. On s'était armé contre le Mistral, parce que ça, il faut le prévoir. Mais la neige, et donc la gadoue qui est venue derrière, ça a été l'enfer dans le parc Gautier. Donc en une nuit, on a trouvé des paysans, on est allé chercher des bottes de paille et on a couvert le parc Gautier de paille pour que les visiteurs puissent marcher sur ne risque pas de se casser la figure. Et oui, ils s'embourbaient. Donc ça, c'était déjà, on va dire, un baptême de la foire qui était sympathique. Ouais. Et puis on a eu d'autres anecdotes où je parlais du Mistral. Une année, on alerte tous les exposants au moment de la fermeture, lorsqu'il y a du Mistral, de bien arrimer leurs parasols, de les fermer, etc. Il y en a un qui était plus fort que tout le monde, il l'a pas fait. Et le matin à 6h, on nous appelle. Il avait un stand de livres anciens. Et la moitié de son stand était partie dans la Sorgue. Oh là là. Donc avec mon bras droit, Laurent, on s'est retrouvé avec des cuissards dans la Sorgue pour aller chercher ses livres, les sortir. Bon, je ne sais pas ce qu'il a pu sauver. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il en a récupéré quelques-uns? Je pense qu'il a dû, mais il y avait des livres de grande valeur qui ont été perdus, oui. Oh là là. Ah, ça, il faut avouer que la région est belle, mais il y a le Mistral. Ah oui. Voilà. Ouais. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, le Mistral chasse les impuretés chez le voisin. Donc ça ne nous dérange pas vraiment. Non, c'est vrai. Il est pénible, mais bon, ça nettoie un peu. Ça ne balait pas dans le cas de l'antiquaire. Oui, voilà. Qui, lui, le pauvre. Donc, et puis de là, c'était tout naturel d'arriver au conseil municipal. Voilà. Enfin, de te présenter avec votre maire actuel. Voilà, moi j'avais toujours une démarche, j'aime la chose publique, et j'avais parlé avec Pierre Gonzalez, je lui avais dit, écoute, si tu as besoin de quelqu'un dans mon domaine de compétences, pourquoi pas, et c'est parti comme ça. Et donc je me suis engagé avec lui dans les domaines dont on a parlé. Et je suis passionné parce que d'abord, le tourisme, j'ai l'événementiel et l'attractivité. C'est des sujets que je connais bien, des sujets passionnants. On rencontre des gens passionnants. J'étais la semaine dernière aux Assises du tourisme à Saint-Émilion pendant les événements un peu dramatiques, climatiques. Oui. Saint-Émilion aussi a été très touché. Mais on rencontre... c'est un enjeu tellement important pour un territoire que ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai attendu d'être à la retraite pour pouvoir m'y consacrer, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est passionnant. Et j'ai une question, moi, au niveau de la communauté de communes. Elle est assez grande, assez vaste, non? Parce que tu es vice-président, c'est quand même du boulot, à mon avis. Hein. Alors, c'est pas une grosse communauté de communes, puisqu'il y a 5 communes, 34 000 habitants. Oui, ça fait un peu... Donc c'est une petite communauté de communes, ouais. Mais il y a du boulot, il y a des richesses, chaque ville qui la compose a ses particularités. Donc, et il y a une bonne adhésion commune des élus, des maires, oui, ça se passe autour bien d'un vrai projet de territoire. C'est pas toujours dans les communautés de communes que tous les maires, parce qu'il y en a souvent qui ne sont pas du même bord, etc. Donc chez vous, il n'y a pas de... Non, on va dire l'aspect politicienne n'est pas trop présent. N'est pas pris en compte. Ça, c'est important, ça. Dans le cas d'Éric, que nous recevons ce matin, l'avantage... tu nous l'as précisé tout au long de l'heure qui t'est consacrée. Tu fais pas vraiment de politique. On s'investit pas. On se bat pour le local, pour le bien-être. On se bat pour les autres et pour que le plus grand nombre soit satisfait de ce qu'il faut faire raisonnablement. Donc je suppose que tu navigues au milieu de tous ces élus avec un égal bonheur, parce que quand on a la chance à l'Isle-sur-Sorgue, moi je le dis, je suis de Monteux, mais quand on a la chance d'avoir un élu comme toi, quelqu'un qui fait partie du conseil municipal, mais qui, dans le privé, a pu avoir une vraie maîtrise de la communication, de l'attractivité. C'est pour ça que ce mot-là est important. Je trouve que c'est une chance, parce que toi, tu dois t'éclater. C'est quelque chose qui te fait plaisir en plus, tu ne vas pas à reculons, et c'est pour le bien-être de toute une région, une ville et une région, toutes les villes autour. Oui, complètement. Alors, il y a des différences politiques, de chacun a son opinion politique. Moi, je suis En Marche, et je l'assume complètement. Et puis on se lance, on a un beau parcours devant nous là, avec les élections qui arrivent. Mais Pierre Gonzalez n'est pas En Marche, oui. Mais on s'en fout. Oui, tu portes pas un drapeau. Voilà, on est
derrière lui, parce que c'est lui qui porte le projet. Et puis, c'est tout. Si on n'est pas d'accord, on s'en va. Bien sûr. De toute façon, dans un village, je passe, ou une ville moyenne, l'intérêt des habitants passe avant les intérêts politiques normalement. Absolument. Complètement. Donc, complètement. Vous faites une équipe, il n'y a pas de raison. Une équipe, il y a un projet qui est porté par un maire. Voilà, et on est derrière lui. Pas de papier de cigarette entre nous. Roland, on va être obligé de se quitter. Oui. On va saluer tous nos auditeurs. On va laisser le mot de la fin à Eric, que j'espère on aura l'occasion d'accueillir à nouveau, ou peut-être de faire une émission en direct de l'île sur Sorgue. Peut-être. Mais bref, on se quitte, Eric. Si tu as un petit mot, voilà. Allez. D'abord, j'étais très content d'être avec vous, de passer cette heure-là. Il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait passer la journée. C'est clair. Voilà. Et merci de m'avoir accueilli. Merci à toi. Merci Eric. Ciao. À bientôt. À Bye lundi. bye.